On vous invite vraiment vivement à réfléchir avec nous à cette question de formation. Parce qu'on s'est posé ces questions suite à une intervention qu'on a menée ensemble partiellement et sur laquelle on se base pour mener cette réflexion autour de et puis maintenant, une fois cette intervention terminée, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on laisse aux professionnels? Qu'est-ce qu'on propose aux préventeurs? De manière globale, on fait quoi de ces résultats? Il y a une partie de formation qui a été proposée. On vous propose maintenant d'évoquer quelques éléments. Inutile de vous dire qu'on est dans un contexte de troubles musculo-squelettiques, du fait que l'intervention de l'opérateur, elle est pour nous dans les interventions qu'on a fait indispensable, parce que c'est lui seul, enfin voilà, la littérature elle évoque ça, c'est lui seul qui connaît tous l'inside, la profondeur de son travail. Et que, par ailleurs, un des leviers de prévention des troubles musculo-squelettiques, c'est la formation. La formation, mais est bien laquelle il y a, on les a partagés ici en deux grands groupes. Une formation qui, elle, est plus proche de l'activité, qui se base sur les échanges qu'on a vus tout à l'heure avec Dorothée. Merci pour ça, parce que du coup, tu nous as donné un deuxième exemple. Qui se base au plus proche de l'activité, qui se base sur l'expérience, la variabilité de ces professionnels, leur implication dans la construction de ces supports de formation. Mais par ailleurs, enfin voilà, ce sont des formations qui sont difficilement généralisables, qui sont difficilement transférables, vers qui, comment, avec qui. Donc du coup, de l'autre côté, on parle de ces formations qu'on a appelées ici génériques, qui apportent des informations et des états de l'art sur la problématique des TMS, notamment, puisqu'on est dans cette optique-là, qui sont, elles, de plus en plus présentes. Enfin, de plus en plus, sont les plus présentes aujourd'hui dans le monde du travail. Simplement, ces formations voilà, sont assez loin de l'activité. Enfin, il y a des articles qui amènent en discussion cette limite d'éloignement de l'activité réelle de tous les travailleurs qui reçoivent ce type de formation. Donc, du coup, avec Pascal, on s'était dit, oui, mais ces deux types de formation ont des éléments positifs, des limites, comme toute activité ou intervention qu'on peut faire. Comment est-ce qu'aujourd'hui on pourrait réfléchir à mettre en avant ou à combiner les avantages de ces deux types de formation pour en proposer quelque chose qui serait à la fois avec un apport de connaissances, une actualisation de ces connaissances vis-à-vis de la prévention des troubles musculo-squelettiques, ces questions de multifactorialité, cette question de multi-acteurs. On a vu tout à l'heure aussi Dorothée, on a déjà vu dans les interventions aujourd'hui et hier. Multi-acteurs, ce sont des résultats maintenant qui sont acquis, des questions qui se posent plutôt de la mise en œuvre de ces multi-acteurs, multifacteurs, multi-axes d'intervention, en lien avec l'activité réelle de ceux qui reçoivent ce type de formation. Et donc notre question aujourd'hui, c'est quelle synergie et complémentarité possible entre ces deux types de formation pour amener un contenu de formation plus proche de la réalité du travail, un lien avec les résultats de recherche qui ne sont pas contestables et puis qui sont en faveur de la prévention des troubles musculo-squelettiques.
On va se baser sur une étude de cas que vous avez déjà lue, entendue, re-entendue depuis plusieurs fois avec l'historique de notre intervention, mais qu'aujourd'hui on le partage voilà, dans un retour très rapide sur cette étude de cas avec la présentation de contexte, d'une méthodologie interdisciplinaire, le développement du geste, vous allez voir pourquoi on sépare cet élément, et puis avec ce contenu, une partie de contenu de formation qui en est suivi. Alors, concernant le contexte, une première précision, cette étude de cas ne représente pas l'intégralité de l'intervention qui a été menée dans le cadre d'une clinique de l'activité ouverte à l'interdisciplinarité, alors avec la biomécanique, mais aussi avec l'ergonomie. L'intervention globale s'est intéressée aux principales tâches à réaliser dans un métier qui est le métier de fossoyeur. Alors, 2 équipes de fossoyeurs ont accueilli cette intervention. Un comité de pilotage a été régulièrement réuni avec les responsables d'équipe de ces 2 cimetières, la direction des cimetières, les préventeurs et les intervenants. L'intervention répondait à une demande de prévention primaire des TMS dans un métier hyper sollicitant pour le corps. Alors, avant notre arrivée, point important, une formation gestes et postures avait été dispensée par un cabinet spécialisé, mais le médecin du travail et les fossoyeurs l'avaient jugé trop éloigné des réalités du métier. Alors, l'objet ici n'est pas de discuter de l'intervention ni de ses effets sur les déterminants de la situation de travail. Une première phase d'analyse de l'activité de creusement d'une fosse a été conduite par observation et par autoconfrontation simple et croisée. Et lors de la discussion de restitution collective entre les fossoyeurs qui étaient impliqués dans cette première phase et l'ensemble de leurs collègues, eh bien, l'équipe a exprimé une demande, la demande de poursuivre l'intervention, mais sur l'analyse d'un geste précis et bien particulier qui leur posait particulièrement souci. Ce geste, c'est le geste du jeté arrière. Alors, comme on peut le deviner sur la photo, ce geste, il consiste en quoi? Il consiste à sortir de la terre qui a été ramassée par l'outil et en projetant cette terre en arrière de soi dans une fosse de 1,50 m à 2 m de profondeur. Les fossoyeurs et leurs médecins du travail associent ce geste aux douleurs musculaires ressenties. Alors, cette nouvelle demande va conduire à créer un cadre méthodologique interdisciplinaire entre clinique de l'activité et biomécanique. Alors, le cadre pluridisciplinaire, il est très succinctement présenté ici. Inutile de vous dire que l'analyse biomécanique n'était pas là pour faire un diagnostic de ce geste délétère. On était surtout sur un objectif de pouvoir amener les fossoyeurs qui étaient déjà dans une discussion un peu fataliste de ce geste de jeter arrière, en disant de toute façon dans une fosse entre 1,50 m et 2 m, il faut qu'on jette la terre derrière, et puis si on se fait mal, c'est comme ça fait partie du métier. Avec Pascal, la question s'était posée et puis se dire peut-être que tous les gestes ne se valent pas de toute façon pour la prévention des troubles musculo-squelettiques, mais comment faire pour amener ces professionnels à aller au-delà de ce fatalisme, à aller à la rencontre des uns des autres, et puis de les amener vers la discussion et le développement de leurs gestes, Pascal, tu me corriges, pour aller sortir de ce fatalisme et aller plus loin dans la construction de leur métier. Donc, cette méthodologie a commencé par une présentation d'ordre général, mais aussi exemple de ce que ça voulait dire, une intervention avec un enregistrement d'activité musculaire sur le corps des fossoyeurs. Avec des exemples qu'on avait déjà, des interventions qu'on avait déjà menées, avec ensuite une intervention, un recueil de données biomécaniques en situation quasi expérimentale. Inutile aussi de vous dire que le milieu des cimetières,
c'est un milieu particulier, il y a besoin de l'intime, enfin voilà, et on a construit ça dans les cimetières, mais dans des situations expérimentales ou quasi expérimentales, dans une fosse commune. L'analyse de ces gestes de jeter arrière, un soin qui a été émis pour présenter les résultats de l'activité musculaire enregistrée au niveau des membres supérieurs et du dos aux fossoyeurs pour qu'ils puissent, eux, s'en saisir et les utiliser comme instrument de discussion lors des autoconfrontations simples et croisées qui étaient en même temps filmées, qui ont été analysées ensuite par une analyse modale. Alors, cette figure-là que vous avez explique les effets de notre coopération interdisciplinaire sur la conduite des autoconfrontations. Les mesures EMG ont été utilisées pour déconstruire et reconstruire les représentations des fossoyeurs sur leur manière d'exécuter ce geste. Car en mobilisant uniquement les images en autoconfrontation, nous n'obtenions que des commentaires très généraux. Et donc difficile de sortir de ce fatalisme dont tu parlais. Il a donc fallu toute la précision des mesures biomécaniques pour conduire les fossoyeurs à examiner leurs gestes dans la précision et le détail. Ils ont alors ressenti le besoin de discuter en mobilisant leur corps en autoconfrontation. Ils vont se lever lors des autoconfrontations pour s'essayer à d'autres manières d'effectuer ce geste complexe, tout en essayant d'expliquer à l'autre la manière dont chacun fait ce geste et mobilise son corps tout entier dans la fosse. Alors, en suivant la distinction proposée par Sandrine Caroli dans l'ouvrage qu'elle a mentionné tout à l'heure, la distinction entre corps-organisme et corps-sujet, je dirais volontiers que les mesures biomécaniques sur le corps-organisme ont stimulé par le dialogue la construction d'un corps-sujet qui, selon l'auteur, je cite, s'élabore dans la relation du sujet à son activité, le rapport sensible au travail et dans la relation aux autres. Fin de citation. Dans cette dynamique, qui est à la fois une dynamique psychomotrice et langagière du dialogue, le geste de chacun devient ce qu'on appelait avec Sandrine Caroli un geste dialogué, dans la mesure où il se trouve discuté, déconstruit, reconstruit au fil des échanges. Alors, en fin d'intervention, la question suivante s'est posée au commanditaire de cette intervention. Que faire de toutes ces données et connaissances ? La formation générique, gestes et postures, dont on a parlé, ayant déçu, les commanditaires ont exprimé la demande de poursuivre l'intervention en vue de concevoir une formation, mais cette fois-ci mieux ancrée dans les réalités du métier. Alors, sur la base de toutes les analyses de l'activité sur les différentes tâches, un livret référentiel de formation a été conçu. Il a été co-construit avec une collègue psychologue du travail du CNAM et les fossoyeurs associés à l'intervention. La formation a réuni des fossoyeurs d'autres sites pour leur permettre de discuter des analyses enregistrées et de les compléter de leur expérience individuelle et collective. Alors, nous allons nous concentrer ici sur la partie concernant le geste du jeté arrière. Bon, alors si nous avions le temps de lire attentivement cette page, ainsi que l'ensemble du livret, nous ferions ensemble le constat que le contenu de cette formation écarte toute connaissance scientifique sur la prévention des TMS. Et c'est ce choix qui a été en partie guidé par la volonté de se démarquer de la formation générique gestes et postures, parce qu'elle avait été déçue, c'est ce choix donc de mise à l'écart des connaissances scientifiquement établies que nous remettons en discussion aujourd'hui et vous proposons de discuter ça avec vous. On peut dire, sans trop caricaturer, que si les formations basées sur l'analyse de l'activité questionnent les formations basées sur des connaissances scientifiques jugées trop éloignées des réalités du métier, les secondes interrogent les premières sur le fait de ne pas être suffisamment généralisables. Donc on a ce face-à-face qui nous interroge. Nous vous proposons de réfléchir ensemble donc à leur complémentarité et synergie. C'est le but de notre intervention aujourd'hui.
Alors, voici ce que nous proposons à partir de nos travaux, mais pas seulement de nos travaux, à partir de travaux de collègues en ergonomie et notamment en didactique professionnelle qui, avant nous, ont réfléchi sur ces questions. Cette proposition n'est pas originale en soi, mais on veut vérifier avec vous notre manière de la poser en ces termes. Nous avons dit qu'un geste comme celui du jeté arrière est dialogué quand chacun évalue, quand chaque professionnel évalue ce qu'il fait au regard d'autres manières de faire. Alors on est là dans ce qu'on appelle les registres personnels et interpersonnels du modèle du métier qu'on mobilise en clinique de l'activité. Mais vous devez aussi certainement savoir qu'il existe d'autres registres du métier dans ce modèle qu'il conviendrait selon nous d'activer davantage lors de formations pour la prévention des TMS. Le geste dialogué se fabrique dans la vitalité du dialogue professionnel. C'est même l'objectif des autoconfrontations. Alors, cette vitalité, selon Pascal Séverac, prend sa source dans la conflictualité des points de vue dans la discussion. Et donc, la proposition que nous faisons consiste à nourrir davantage cette vitalité du dialogue par une meilleure prise en compte et mise en circulation de concepts pragmatiques et de concepts théoriques. Alors, les concepts théoriques renvoient aux connaissances en matière de prévention des TMS qui relèvent d'un registre impersonnel du métier car leur validité ne dépend pas de la situation professionnelle. Les concepts pragmatiques, empruntés donc à la didactique professionnelle, si l'on suit Vidal-Gomel et Rogalski 2007, ces concepts pragmatiques s'acquièrent sur le tas avec le concours de la communauté professionnelle. Ils relèvent du registre transpersonnel du métier, qui est le registre du genre professionnel ou des règles collectives de travail. Et ces concepts pourraient faire l'objet d'une formalisation plus systématisée pour dynamiser la discussion collective. La question est donc la suivante. Le geste dialogué entre ces différents registres du métier et ces différents concepts peut-il devenir l'un des objectifs à poursuivre en formation de prévention des TMS? Et bien sûr, cette proposition soulève de nombreuses questions d'action que nous allons évoquer en conclusion. Oui, vous avez compris qu'on se pose ces questions-là de comment est-ce qu'on peut combiner les avantages de ces deux types de formation plutôt que de les opposer parce qu'il y a des éléments positifs dans les deux, parce qu'on ne peut pas se soustraire des informations génériques et pas que des informations des États aujourd'hui sur lesquels on peut affirmer que, par exemple, le travail peut participer, peut exposer les salariés à des risques professionnels, des troubles musculo-squelettiques, c'est juste un exemple, mais plutôt de les combiner avec la réalité du travail pour que les professionnels puissent s'en saisir et puis d'en faire un instrument pour la prévention de troubles musculo-squelettiques. Évidemment, c'est une proposition théorique qu'on aimerait bien discuter avec vous et puis surtout d'amener plein de questions. Oui, ok, mais comment, dans quel contexte, dans quel cadre, avec qui, quel est le rôle de chaque professionnel, quel est le rôle de préventeur. On a vu tout à l'heure quel est le rôle de l'ergonome dans toute cette affaire. Et puis comment est-ce qu'on construit d'abord et puis on transmet, on met en œuvre, on anime ce type de formation. Voilà nos questions, on attend vos réponses. Merci beaucoup.